Dans cet épisode, notre boss partait pour une balade en voiture le dimanche avec sa famille et allait déguster le produit vedette de la société pour laquelle il est aujourd'hui directeur général. Il garde toujours un baume à lèvres dans ses poches et il mangera très bientôt de la crème glacée faite par sa société. Vous l'avez deviné? Monsieur Éric Lafontaine, directeur général de la fromagerie Saint-Albert, est dans le bureau du boss. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans le bureau du boss. On est au mois d'août 2014. Vous avez certainement reconnu derrière moi l'emblème de la fromagerie Saint-Albert. On aurait bien aimé vous emmener à l'intérieur voir les nouveaux bureaux du boss de la Curd, mais malheureusement, comme toute rénovation, construction, il y a eu des délais. Mais on va quand même vous présenter la production, on va vous présenter cette fameuse école et évidemment la boutique et la fromagerie Saint-Albert. Alors, cet épisode du Bureau du boss est avec Éric Lafontaine, le directeur général de la fromagerie Saint-Albert. Bonjour. Bonjour! Merci de nous recevoir. Bien, bienvenue. Alors, on s'en va avec le directeur général de la fromagerie, Éric Lafontaine, en visite. Venez-vous-en. On est à l'intérieur de la boutique temporaire de la fromagerie Saint-Albert. Éric Lafontaine, racontez-nous votre premier souvenir de fromage. Qu'est-ce que c'était quand vous étiez petit? Quand j'étais petit, c'était une tradition de venir à la fromagerie avec mes parents. J'habite pas trop loin d'ici, c'est quand même à 10 minutes, un petit village près d'ici. Puis c'était une tradition, les fins de semaine, on partait, moi et mon père, ou des fois ma mère venait aussi avec nous, ma soeur. On s'en venait chercher un sac de Curd. Puis sur le chemin du retour, bien, naturellement, on pognait toujours une liqueur, quelque chose comme ça. Puis c'est des souvenirs qui m'ont resté longtemps parce que c'est une tradition qu'on a eue pendant plusieurs années. Puis c'est du temps de qualité. Moi, j'appelle ça du temps de qualité en famille parce que on fait une petite randonnée dans un coin tranquille, on discute, on mange quelque chose qui est bon, des curds. Puis ça m'a toujours marqué toute ma vie. C'est un souvenir d'enfance que je garde avec mes parents. Parlez-moi maintenant de votre adolescence. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous n'étiez pas à l'école, sur les bancs d'école, les activités peut-être de soir puis de week-end? Bien, c'est sûr que j'ai commencé à travailler quand même assez jeune. Je ne dirais pas que c'était une passion, mais j'ai commencé à travailler à l'âge de 13 ans dans une fraisière. Mais c'est sûr que pendant le temps d'école, j'étais un gars quand même assez sportif. J'aime ça faire toutes sortes de choses, de bicyclette, ces choses-là, certains sports. Je ne suis pas le plus grand sportif, je ne suis pas un joueur de hockey parce que malheureusement, on ne m'a pas donné le talent qui va avec. On m'a donné la carrure, mais pas le talent. Mais en gros, c'était ça, écouter de la musique. C'était à peu près ça. Une adolescence pas mal normale. Normale, absolument. Puis quand vous pensiez à plus tard de devenir un adulte, votre vision de carrière, ça ressemblait à quoi? Pas pantoute à ça. Disons que quand j'étais plus jeune, pendant l'adolescence, je pensais devenir un avocat. Je n'ai aucune idée pourquoi. J'étais très gêné, très réservé quand j'étais jeune. Un avocat, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est pas ça pantoute que ça s'est défini. Puis quand j'étais à l'école secondaire, on m'a recommandé d'aller en art à l'université. J'ai de la misère à dessiner une vache. Je dessine une vache avec d'un chat. Que j'ai dit, c'est pas pour moi. Qu'à ce moment-là, j'ai été dans le domaine collégial. J'ai été en comptabilité au domaine collégial. Et c'est de même qu'a commencé ma progression en carrière. Parlez-nous-en un peu justement de vos débuts de carrière et votre progression, votre évolution, votre parcours vers la fromagerie Saint-Albert. C'est un cheminement pas commun, c'est un cheminement assez bizarre. Comme je dis, j'étais au collège, j'ai été chercher mon diplôme collégial en comptabilité et administration. J'ai acheté une entreprise avec un de mes copains du collège. On a acheté un magasin vidéo ensemble, on a eu du plaisir. Puis en même temps, j'avais ma petite compagnie de comptabilité que je travaillais pas mal quand j'étais jeune. Puis à un moment donné, j'étais tanné de travailler trop d'heures que j'ai appelé Régent puis j'avais demandé s'il y avait une ouverture pour moi. Il m'a dit « Envoie-moi ton CV ». Puis quelques jours après, il m'a appelé, il m'a dit « Éric, je t'embauche, on a besoin de quelqu'un, mais fais ta place dans l'entreprise ». La première semaine, j'ai commencé aussi banal que ça, que j'ai fait du classement pendant une semaine de temps. Les filles de bureau, ils ont ri beaucoup de moi. Tu fais du classement toute la semaine, puis graduellement, j'ai pris un poste de comptabilité payable, recevable, puis en dedans de 6 mois, je suis rendu contrôleur de l'entreprise. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de retourner aux études
J'ai retourné aller chercher mon titre comptable parce qu'en domaine de la comptabilité et de la finance, c'est très important, un titre comptable. Que j'ai pris un cours pour exécutif, ça fait quand même près de 10 ans que je travaillais ici. Que j'ai pris un cours de fin de semaine qui est vraiment très intense, que ça se faisait les fins de semaine, soit le vendredi, samedi ou le samedi, dimanche. Puis je combinais ça avec ma vie personnelle puis mon travail, que c'était difficile, mais on a très, très bien réussi. Puis avec le groupe que j'étais, on a eu beaucoup de plaisir. Que j'étais chercher mon titre comptable CMA, qui est du coup comptable management. Compte management, c'est vraiment associé à l'entreprise manufacturière. Puis après terminer ça, bien, ils ont sorti un programme de MBA aussi pour les cadres en exercice. Que je me suis dit, tant qu'à être dedans, je suis bien de continuer, que j'ai été chercher mon MBA. Puis à travers de ça, la fromagerie m'a toujours encouragé, que ce soit Régent qui m'a toujours poussé, ou que ce soit le trésorier de la coopérative, Stéphane, qui a une maîtrise en finance, puis une maîtrise en coop, m'a toujours encouragé de parfaire mes études parce que c'est jamais perdu naturellement, puis j'ai plus de connaissances. Puis graduellement, il y a eu des ouvertures. On savait que Régent n'était pas s'en aller à la retraite bientôt. Que le CA m'a demandé si j'avais un intérêt de prendre plus de responsabilités. Puis oui, puis depuis plusieurs années, je disais que ça m'intéressait, que je suis venu adjoint à Régent. Mais je n'aurais jamais pensé qu'un jour, que je n'étais pas devenir directeur général. Puis ça s'est fait le 1er janvier 2013, 30 quelques jours avant que l'usine brûle. Oui. Mais ça, c'était pas prévu. Puis encore là, je peux tout simplement dire que j'avais, comme plusieurs personnes, j'avais plusieurs doutes de savoir si je n'étais pas aimé ce poste-là. J'ai juste eu le temps de penser 30 quelques jours si j'aimais ça ou pas, parce qu'après que le feu est parti, la vie est complètement bousculée. Puis là, ça fait un an et quelques que je suis là-dedans, que j'adore mon travail, j'aime ce que je fais. Je suis un passionné, puis on a un très, très bon groupe, on a une très belle équipe, on a du plaisir, on rit beaucoup, mais on a des objectifs à livrer. C'est plate, mais il faut livrer et avoir du plaisir en même temps, ça va de pair. Oui. Reculons un peu en arrière. Là. Vous nous parlez de Régent. Alors, pour les téléspectateurs à la maison, parlez-nous de le lien avec Régent Ouimet et comment ça a commencé? Parce que là, moi, j'ai entendu que vous nous avez dit que vous lui aviez téléphoné. Alors, il y avait déjà un lien au départ avec lui. Racontez-nous un peu et l'évolution de votre relation d'affaires par la suite au sein de la fromagerie. Bien, moi et Régent, ça faisait quand même plusieurs années qu'on se connaissait. Puis l'évolution, c'est sûr qu'il m'a donné une chance quand il m'a embauché. Puis il m'a dit, fais ta place, qu'il m'a donné confiance beaucoup. Puis à un moment donné, dans l'entreprise, comme je dis, quelques mois après j'ai débuté, il y a eu une personne, le contrôleur, il a donné sa démission. Puis là, Régent m'a dit, ça te tente-tu de t'essayer? J'ai 23 ans. J'ai 23 ans, je suis très jeune, manque d'expérience. Ça fait juste hier, ça, là? Oui, à peu près. Mais sérieusement, par exemple, votre évolution au sein de la compagnie s'est fait, 20... Ça fait 18 ans que je suis ici, ça va faire 19 ans bientôt. Puis ça travaille des années, comme moi et Régent, on se connaissait, mais c'était pas comme travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est complètement différent. On a appris à travailler ensemble, on n'était pas toujours d'accord ensemble, mais il me laissait carte blanche dans mon domaine. Puis on a eu, comme je dis, après un moment donné, on se connaît très, très bien. On sait comment on réagit chacun. Régent, c'est une personne d'action. Pour ceux qui le connaissent, c'est un gars très d'action. Tout est dû pour hier. Puis moi, j'étais un gars plus, un gars de finance, habituellement, c'est un peu plus réfléchi, que moi, j'analyse, je suis une analytique. Moi et Régent, on a trouvé des combinaisons ensemble, dans le sens que quand on avait un dossier spécial à monter, je faisais l'analyse du dossier, puis après ça, quand c'était le temps d'avancer, j'y remettais son bureau, puis bang, on avançait beaucoup. À travers des années, on a fait une très, très bonne équipe, puis Régent était supposé prendre sa retraite graduelle à partir du 1er janvier 2013, mais suite au feu, il m'a demandé, puis il a demandé au CA s'il pouvait rester parce qu'il ne pouvait pas prendre sa retraite avec cette situation-là, puis il faut faire partie de la reconstruction, puis c'est quelque chose qu'on a accepté tout de suite parce que le plus d'expérience qu'on peut avoir dans une entreprise, le mieux que c'est. Et on travaille encore ensemble, on a encore bien du plaisir à travailler ensemble. Est-ce qu'il y a une personne qui vous inspire, à qui vous pensez, là, qui... Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qui m'ont inspiré à travers ma carrière. C'est sûr que je regarde un peu, je parle de ma jeunesse, c'est sûr que mes parents m'ont beaucoup inspiré parce qu'ils m'ont montré des valeurs très, très importantes de jeunesse, que ce soit le respect, que ce soit l'honnêteté. C'est des choses, on dirait, de base, mais c'est des valeurs, puis les valeurs familiales, naturellement, parce que mon père, même s'il travaillait beaucoup, il passait beaucoup de temps avec nous, il essayait de se passer le plus de temps possible. C'est des choses que tu te souviens, quand tu grandis, tu te souviens, puis tu prends ça, surtout à partir que tu as des enfants, tu vois des choses que tu comprends pas quand tu es enfant, tu comprends pas qu'est-ce que tes parents, des fois, ils vivent. Mais quand tu es parent, tu te dis, oh, je comprends maintenant pourquoi c'était dur de jumeler la vie du travail avec la vie personnelle, mais comment, quand même, mon père il était extrêmement fatigué parce qu'il travaillait de longues heures sur
différentes cédules de travail. Comment il passait quand même du temps avec nous, puis même s'il avait dormi juste quelques heures, il passait du temps à jouer avec nous. C'est des choses que tu dis, c'est important parce que c'est des souvenirs. À ce temps, mon père est décédé, ça fait quand même plusieurs années. C'est des souvenirs que j'ai encore de mon père, de du beau temps qu'on a passé ensemble, puis je me dis, c'est important. Même si je suis fatigué, je reviens le soir, j'ai pas une bonne journée, c'est important que je passe du temps de qualité avec mes enfants parce que je veux qu'on ait cette belle relation-là à long terme. Puis justement, qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas avec votre famille, avec vos enfants? Ben, un peu de tout. C'est sûr que on passe du temps à la maison, on fait différentes activités. J'ai une petite fille de 4 ans et demi, puis j'ai 2 petits bébés jumeaux. Ils viennent d'avoir 15 mois. À travers tout ça? Oui, c'est... Le timing dans ma vie, il n'a jamais été parfait. C'est pas moi qui décide. Il y a plusieurs choses qui sont arrivées en même temps, mais entre autres, quand l'usine a brûlé, ma conjointe était enceinte de jumeaux, puis de 3 mois après, les jumeaux sont venus au monde. Disons que c'était un beau challenge, on va dire ça de même. Ma conjointe a très, très bien réussi avec les jumeaux, mais c'est sûr que j'essaie de passer du temps avec. Puis c'était pas toujours évident avec tout ce qui se passait avec la reconstruction, mais disons que j'ai juste des beaux souvenirs de tout ça. Là. Que passer du temps en famille, c'est important. De jouer avec ma petite fille, de jouer avec mes 2 petits bébés, c'est important. Je dirais que oui, c'est un autre stress, mais en même temps que ça relaxe, je ne pense plus aux problèmes ou les défis qu'on a au travail. Je pense juste à ce qui se passe dans la maison avec mes enfants et ma femme. C'est différent. Ça change la dynamique. Éric Lafontaine, directeur général de la fromagerie Saint-Albert. Parlez-nous un peu de votre routine matinale là, avant d'arriver à l'école ou à la fromagerie. Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs choses. Bien, disons, naturellement, je me réveille, c'est la première chose. Deuxièmement, j'ai une routine de m'entraîner quelque peu, faire du cardio surtout, du cardio pour, on va dire ça, faire sortir le méchant. Et ensuite, bien, naturellement, mes petits-enfants se lèvent. Habituellement, je n'ai quand même des assez matinales, surtout un qui est très tôt le matin. Je déjeune et puis je joue un petit peu avec mes enfants, puis je déjeune, puis je m'en viens travailler. Et une journée typique, ça ressemble à quoi pour vous? Il n'y en a pas de journée typique. C'est sûr qu'on a le contexte que notre usine a été complètement ravagée par le feu. Il n'y a pas de journée typique. Avant ça, j'avais une routine assez établie quand même, mais depuis le feu, on se lève le matin, on sait qu'on a des dossiers à gérer, mais il y a toujours un coup de téléphone ou quelque chose de majeur qui arrive. D'un collègue ou peu importe, d'un fournisseur, d'un ingénieur, peu importe, il y a quelque chose qui va pas bien. Il y a des choses qui n'ont pas été prévues, que j'appelle ça les défis quotidiens. On est en mode, à tous les jours, on est challengé par un problème quelconque. Il faut tomber en mode solution pour trouver la meilleure solution possible. Mais disons que l'équipe qu'on a, des fois, on a plus qu'une solution. C'est ça qui est intéressant. Parlez-nous un peu de l'implication communautaire de la fromagerie Saint-Albert. Qu'est-ce que c'est? Bien, la fromagerie a toujours été impliquée dans cette communauté. Naturellement, on est un petit village. La fromagerie a toujours eu, je pourrais dire ça, on a toujours remis à la communauté sur différentes formes. Des formes des fois, c'est des dons de fromage ou des choses comme ça, supporter des événements. Puis aussi, à travers des années, on a créé aussi un festival. Le festival, on l'a créé à l'époque, ça c'était juste un petit peu avant que j'arrive, en 1994, ça faisait 100 ans de la fromagerie. Le but, c'était de remercier les gens de leur loyauté pour 100 ans. C'était supposé être un événement. Puis suite à cet événement-là, ben, on a décidé d'en faire un deuxième. Moi, je suis arrivé au deuxième. Puis depuis ce temps-là, le festival grossit d'année en année. Puis le but, ben, naturellement, c'est remercier nos clients, mais c'est aussi de créer une ambiance familiale, parce que pour nous, c'est important. Dans l'entreprise, c'est très familial dans le sens qu'on a des belles valeurs familiales. On veut que nos employés passent du temps familial aussi avec leur famille. Mais on veut aussi que de plus en plus que les gens prennent du temps en famille. Que depuis au moins 5-6 ans, il y a un tournage qui se fait sur le festival, que le samedi et le dimanche, il y a beaucoup d'activités pour les familles et les enfants. Comme cette année, si on regarde le nombre de familles qui étaient là, c'est incroyable. Tu vois ça, moi je viens quand même avec mes enfants, puis ils ont du plaisir, et ils jouent dans les structures gonflables. Ils font toutes sortes d'activités, puis c'est le fun parce que tout le monde est de bonne humeur. C'est ça qui compte, c'est tout le monde est heureux, tout le monde est de bonne humeur. Puis en plus de ça, on peut déguster du fromage. Et à un jeune finissant, à un jeune peut-être ici dans la communauté qui vous regarde, puis qui dit un jour, j'aimerais vraiment ça être un boss ou devenir un jour le boss de la CURD, qu'est-ce que vous lui diriez? Tout ou est la possible. boss. Non, mais tout est possible. Il faut simplement croire en soi-même, mais aussi pas avoir peur des défis, puis être persévérant.
Alors, Monsieur Lafontaine, on se retrouve à l'école Saint-Albert. Et là, suite au feu, à l'incendie, il y a eu un grand déploiement, un grand déménagement. Racontez-nous un peu, qu'est-ce qui se trouve en ce moment à l'école Saint-Albert? Bien, c'est tous nos bureaux administratifs. Le lendemain du feu, on est à la recherche de locaux, naturellement, pour relancer l'entreprise le plus tôt possible. Et pendant qu'une certaine dans nos équipes fouillaient ailleurs, dans d'autres régions près, l'école nous a dit simplement qu'il y avait des locaux disponibles pour nous, naturellement pour tous les services à la clientèle, comptabilité. Ouais. À ce moment-là, on a rajouté ces deux-là pour commencer. Ensuite, on a rajouté les ressources humaines et la technologie d'information. On a aussi une salle de rencontre qui nous ont prêté, le salon des professeurs, que quand eux ne l'utilisent pas, on peut s'en servir, une grande table de conférence qu'on peut servir pour faire nos rencontres. Puis il y a aussi une petite bibliothèque que quand on fait des rencontres fermées à 4-5 personnes, on a une petite rencontre une salle privée pour faire nos rencontres privées. L'école est très aimable de nous avoir prêté ces locaux parce que pour nous, on est à 2 minutes de marche de l'usine, que pour nous, c'est extrêmement important. Puis c'est le fun aussi parce que on est regroupés, même si on n'est pas tous dans le même bureau, on a quand même un sentiment d'être tous ensemble, puis tous regroupés, que l'esprit d'équipe est encore là. C'est ce qui est important. Puis l'esprit d'équipe, puis je dirais même qu'en ce moment, ce qu'on sent, c'est un esprit communautaire. Puis là, maintenant, on se retrouve dans un endroit où vous allez peut-être pouvoir recruter, là, votre bureau des ressources humaines. Il y a peut-être des enfants qui vont vouloir appliquer ou travailler chez vous un jour. Bien, c'est sûr que ça a un impact parce qu'on est une petite communauté. Puis c'est le fun aussi d'avoir des bureaux dans une école. Malgré qu'il y a des systèmes de sécurité qu'il faut suivre, ça, c'est normal. Mais c'est le fun de voir les petits... On connaît quasiment tous les parents de ces enfants-là. Puis moi, ma petite fille, elle vient ici à l'école, que c'est le fun. Le matin, je viens de la reconduire. Quand elle me voit dans le corridor, bien, dans des caresses, on dérange un petit peu. Mais l'école est très aimable de nous offrir ça. Puis oui, c'est la future génération, c'est une future relève. Que c'est le fun et l'ambiance est plaisante, très plaisante aussi. Alors, je suis toujours avec le boss de la CURD. Puis là, bien, on pourrait dire qu'on est dans le bureau du boss de la CURD. Racontez-nous un peu, Éric Lafontaine, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où les camions de lait arrivent jusqu'à ce qu'on ait de la CURD? Bien, premièrement, comme tu l'as dit, il faut premièrement recevoir les camions de lait. Les camions de lait sont envoyés dans les silos d'entreposage. À partir de ce moment-là, quand on part la production, il faut pasteuriser le lait. Ça veut dire qu'il faut tuer les bactéries dans le lait. On les pasteurise. Et à partir de ce moment-là, on envoie le lait dans les cailleurs. C'est vraiment là qu'on cuit le lait, qu'on fait coaguler le lait pour le faire venir en petits morceaux de fromage. Et ça, c'est fait sur le côté en avant de nous. C'est les cailleurs qui font ça. C'est là qu'on injecte aussi les différentes cultures qu'on met dedans, etc. Et à partir de ce moment-là, quand c'est cuit, on envoie ici dans les tables de fromage. C'est des tables de chédarisation qu'on appelle. Et on retient seulement 10 de solide. Ça veut dire que le reste du lait, 90 c'est du liquide. Ça, c'est envoyé dans un autre processus qu'on conserve la crème de ce produit-là et on envoie la whey qu'on appelle la lactosérum en français. Ça, après ça, c'est envoyé à quelqu'un d'autre, que lui le sèche. C'est ça qu'on met dans les poudres de lactosérum. C'est très, très populaire maintenant. À l'époque, quand j'ai commencé à 18 ans, il y a 18 ans passés, on les jetait. On était obligé d'en les envoyer sur des fermes porcines. On était obligé de payer pour s'en débarrasser. Maintenant, c'est complètement l'inverse. Il y a un prix incroyable sur le marché mondial pour ça. Et ensuite, bien, on garde naturellement le solide qui est derrière moi. Il faut faire toutes les étapes de chédarisation, c'est-à-dire que le fromage, naturellement, commence à pogner ensemble. Et on chédarise pour atteindre un certain degré d'acidité. Et à partir de ce moment-là, on le coupe et on le sale pour garder la durée de vie, mais aussi pour stabiliser aussi l'acidité dedans. Et après, quand le fromage est fait en grains, comme vous pouvez voir en arrière de moi, là, à partir de là, c'est la partie d'emballage.
Et ça, c'est envoyé dans une autre étape, un autre processus, que c'est vraiment l'emballage, qu'on le met sous vide dans des sacs. En gros, c'est un peu... Puis aussi, si on veut faire du bloc, on ne va pas juste faire du grain, on va faire du bloc. Ce fromage-là est mis sous presse, qui est pressé pendant X nombre de temps. Puis à partir de là, ça va faire un bloc ferme, puis on les coupe pour faire des petits formats. C'est le processus. Alors, on se retrouve devant les convoyeurs. On est dans le couloir des visiteurs. Puis en ce moment, M. Lafontaine, ça pèse à peu près combien, là, ce qu'on a vu, puis ce qui est en ce moment sur le convoyeur? C'est environ 2000 kilos qu'on a vu. Sur le convoyeur, on a un petit peu moins parce qu'on a gardé pour faire d'autres types de fromages avec, mais c'est environ 1700 kilos qui se retrouvent sur le convoyeur présentement. OK. Puis là, êtes-vous prêt pour le questionnaire en rafale? Non, pas vraiment. Non, c'est une blague, c'est une blague. Eh oui, je suis prête. Je pensais que les auditions de La Voix, c'était lundi, mais non, on peut rire un peu. Alors, quel est votre livre favori? Je pourrais pas dire, ça fait trop longtemps que j'ai pas eu le temps de lire. Quand je lis présentement, j'ai toujours un petit enfant, j'ai 2 petits jumeaux et une grande fille de 4 ans qui tire sur mes livres que j'ai pas le temps de lire présentement. Votre film favori? Il y en a plusieurs. J'ai pas aussi grand temps pour écouter la télé, mais je dirais que le film qui m'a marqué, c'est sûr, c'est probablement Con Air. Puis là, quand vous êtes dans l'adrénaline, puis que ça va à 200 000 à l'heure, qu'est-ce que vous mangez? Disons que je suis une bébite à sucre, malheureusement, que je mange un petit peu mes émotions, que je mange du sucre quand je suis dans l'adrénaline, mais j'essaie de bien manger quand même, manger plus santé, mais c'est pas toujours facile. Puis là, quand vous voulez célébrer là, votre petite gâterie favorite là, de sucré, qu'est-ce que vous aimez goûter, puis manger doucement, lentement? De la crème glacée. Crème glacée. C'est mon faible. Pas toutes les sortes, mais c'est sûr que j'essaie d'aller quelque chose d'un peu plus différent, pas quelque chose de classique, mais quelque chose de différent. Puis on va faire la note bientôt ici à Saint-Albert, que j'ai encore plus hâte, que j'ai déjà goûté. D'accord. Puis quand c'est un peu plus mollo, qu'est-ce que vous aimez siroter? Qu'est-ce que vous aimez boire? Bon, un bon petit vin, c'est bien. Puis vous vivez vraiment, là, on vous voit en action depuis tout à l'heure, le téléphone sonne constamment. L'appel de qui, quand vous êtes en rencontre, en réunion, là, où est-ce que c'est sérieux, on parle du futur de la fromagerie, l'appel de qui prenez-vous toujours? Disons que j'en prends pas un en particulier dans les rencontres, à moins que c'est un dossier chaud qu'il faut vraiment que je règle, mais c'est du cas par cas. Mais d'habituellement, j'essaie de ne pas répondre à mon téléphone quand je suis en réunion parce que je me dis que le temps de tous mes employés qui sont là ou mes cadres, il faut que je les respecte, qui sont là, que c'est eux autres qui ont la priorité, puis les messages, je les ferai quand je serai toute seule. Mais il y a des situations, malheureusement, que c'est des urgents, comme surtout quand on voulait repartir l'usine, que tu attendais une réponse précise d'un ingénieur, quelque chose comme ça. Là, je devais m'absenter pour prendre l'appel. Puis là, ben, on vous regarde aller, on voit que c'est la joie de vivre à la fromagerie. Mais quand ça va moins bien, qu'est-ce qu'on pourrait entendre Éric Lafontaine dire? Qu'est-ce qui serait un petit juron? Ouais, disons que je vais censurer. Et qu'est-ce qui se trouve dans vos poches en ce moment? Présentement, c'est sûr qu'il y a des clés, plusieurs clés. Il y a mon portefeuille, il y a ma passe d'accès pour rentrer ici, un chose à lèvres, pas pour les femmes, mais disons pour... parce que j'ai quand même la peau sèche. C'est à peu près tout, je dirais. C'est assez. Et dernièrement, qu'est-ce qu'on ne connaît pas d'Éric Lafontaine qui pourrait nous surprendre? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas de moi? Et là, bonne question. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas de moi. Je dirais peut-être que... pas de question. Mes employés seraient mieux pour répondre. Bien là, nous, on va aller faire notre enquête. Oh non, ça, c'est pas bon. Ah oui! Je suis avec Pierre Gibault, le superviseur de production à la fromagerie Saint-Albert. Monsieur Gibault, qu'est-ce qu'on ne connaît pas du boss de la Curd qui pourrait nous surprendre? Bien, moi, en particulier, j'ai une bonne anecdote sur Éric. C'est qu'éventuellement, dans son bureau, il était en train de travailler et puis tout son système informatique ne fonctionnait pas, son printer ne fonctionnait pas. Il n'y a rien qui allait. Puis à un moment donné, Éric, dans son moment de panique, il a décidé de faire venir un technicien pour réviser tout le problème. Puis pendant tout ce temps-là, c'était son power bar qui était off. Ça fait que celle-là, on ne l'a pas manqué avec. On l'a achalé avec ça pendant des années. Puis encore aujourd'hui, on l'achale avec ça encore. Alors vraiment... C'est quelque chose que j'ai retenu, moi, d'Éric. Je l'oublierai jamais, celle-là. Le boss de la Curd n'est pas trop techno, on est d'accord. Techno, mais pas du tout. Il est intelligent, mais il n'est pas manuel pantoute.
Alors, je suis avec Régent Ouimet, le prédécesseur de la fromagerie, le prédécesseur d'Éric Lafontaine, l'ancien directeur général et le conseiller spécial à la fromagerie Saint-Albert. Monsieur Ouimet, bonjour, qu'est-ce qu'on ne connaît pas d'Éric Lafontaine qui pourrait peut-être nous surprendre? Bien, Éric, c'est un gars, premièrement, qui est timide. Puis depuis qu'il a pris ma place, il me semble qu'il se dégèle. Il dégèle, il est comme au printemps, il est meilleur, de meilleur en meilleur, surtout devant les caméras, à la radio. Moi, ça me fait chaud au cœur de le dire parce que Éric, c'est un gars timide. Puis là, il se dégêne. Puis Éric, je veux juste vous dire, quand j'ai engagé Éric, moi, à la fromagerie, c'est le meilleur coup que j'ai fait de ma vie. Éric Lafontaine, quand je l'ai engagé pour la comptabilité, mais je pense qu'il a passé 2 semaines juste à faire du classement de filière. Il fallait qu'il commence par au bas de l'échelle, c'est ça qu'il a fait. Puis Éric, son plus grand défaut, être en retard. Ah! Ça, j'ai jamais pu corriger ça. Si vous avez une réunion à 10 heures, demandez pour 9 heures. Il va arriver pour 10 heures. Ça, on a eu cette expérience-là, puis je pense que la directrice des communications, Mme Brunette, nous avait donné un préavis. Puis effectivement, votre truc, ça marche. C'est parfait, ça. Comme ça, vous l'avez compris. À 1 heure d'avance, vous êtes sûr qu'Éric va être à l'heure. Puis le jour où vous allez quitter la fromagerie, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens disent de vous, d'Éric Lafontaine, ancien DG de la fromagerie? Là, ça, c'est une bonne question. Premièrement, je n'entrevois pas ce jour-là encore, parce que je suis encore jeune. Mais disons, qu'est-ce que je veux, c'est vraiment céder cette usine-là à la prochaine génération. La fromagerie, ça fait quand même 120 ans qu'elle est en affaires. En fait, c'est 120 ans cette année, c'est quand même 5 générations. Puis le but, tout de suite, pour la reconstruction, le premier but qu'on avait, c'est la passer à la prochaine génération. Puis moi aussi, c'est mon but. C'est pas pour rien que l'usine est plus grosse. Notre conseil d'administration sont tous d'accord avec le principe, mais on veut grossir graduellement naturellement pour le long terme, mais on veut le céder à notre prochaine génération. Puis j'aimerais ça que mes enfants vivent les mêmes choses que j'ai vécues quand j'étais jeune, c'est-à-dire venir à la fromagerie. Ma petite fille, elle vient souvent avec moi à la fromagerie. Que j'aimerais ça que mes enfants, ils travaillent un jour. Puis je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard dans la vie, ça va être leur choix personnel, mais c'est sûr que la fromagerie, c'est un héritage pour notre communauté. Feu, famille, force et fiabilité. Je crois que c'est ainsi qu'on peut résumer notre boss de la semaine, le boss de la CURD, Éric Lafontaine. Vous aimeriez nous voir en coulisses? Allez voir notre page Facebook et écrivez-nous, on aime ça. outaouais@matv.ca. On a hâte de vous retrouver dans le bureau du boss, alors d'ici là, portez-vous bien et au plaisir.